Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Déjà paru. Xavier Rio, Odontologie médico-légale, entre histoire et archéologie, 2010. Dominique Lenaine, Léonard de Vinci, un anatomiste visionnaire, 2010. Xavier Rio, Histoire de la médecine dentaire, 2010. Xavier Rio, pionnier de la chirurgie maxillofaciale, 1914 à 1918, 2010. Clément David, Hygiène bucco-dentaire du XVIIe au XIXe siècle en France, 2010. Henri Lamandin, Investigation et expérimentation en odontologie, 40 années de recherche, 2009. Rosen Hen AFFM ADEC, Enquête médico-légale sur le naufrage du HL Hunley 1864, 2009. Henri Morgenstern, Les dentistes français au XIXe siècle, 2009. Henri Lamandin, Historique de l'odontostomatologie du sport en France, 2009. Xavier Rio, Quand la dent mène l'enquête, 2008. Henri Lamandin, Précurseur de la phytothérapie bucco-dentaire occidentale, 2008. Dominique Lenaine, L'anatomie au creux des mains. Au confluent des sciences et de l'art, 2007. Robert Delaveau, L'asepsie un demi-siècle avant Pasteur, Ignace Semmelweis 1818 à 1865, 2007. Lorsqu'un fait important et fécond en conséquence est enfin connu, il est curieux de voir comment ceux qui nous ont précédés pouvaient s'y prendre jadis pour ne pas l'apercevoir. F.J. Brousset, In examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, Méquignon-Marvis, édition, Paris, 1821, 2 sur 276. Préambule. Il y a quelques années, j'ai aidé un ami et confrère, Henri Lamandin, à publier un livre intitulé De l'art dentaire à d'autres arts, 2007. Son livre racontait l'histoire de chirurgiens dentistes qui se découvraient une autre passion occupant tout leur temps à côté de leur cabinet. Quelquefois, cette passion les a fait renoncer à leur profession première et ainsi, se sont-ils consacrés à ce deuxième art où ils ont brillé souvent de façon remarquable. Des destinées surprenantes ont donc pu voir ainsi le jour dans le chant, la littérature, la peinture et autres arts. Cet ouvrage du Dr Fabre est essentiel parce qu'il démontre que les professions médicales en général ont cette capacité de rebondir et de s'ouvrir à la culture, ou à d'autres entreprises, dans ce que cela a de plus noble et de plus pur, à l'humanisme enfin, car il ne peut y avoir de grands médecins sans humanité. Ces médecins méconnus ont tous excellé, et ont tous eu des vies sortant des sentiers battus. L'idée originale de l'auteur a été de les transcender à travers cet ouvrage, et de leur rendre un hommage vibrant dont il faut saluer l'initiative. Ma rencontre avec le docteur André Fabre a été un moment important pour moi. Riche d'une compétence en histoire de la médecine que tout le monde reconnaît et respecte, j'ai vu un homme érudit, courtois et tolérant, avec qui j'ai eu des échanges enrichissants et amicaux. Le Dr Fabre illumine de ses connaissances la Société internationale d'histoire de la médecine, puisqu'il en est l'actuel délégué national. J'ai eu à cœur de faire de ce manuscrit un ouvrage de référence, un travail consulté pour sa valeur et son mérite. Je terminerai en disant que je suis très fier d'accueillir cet opus et son auteur dans ma collection. Xavier Rio. Docteur en chirurgie dentaire. Docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Lauréat de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Membre associé national de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Préface. André-Julien Fabre a une excellente formation médicale et littéraire française, suédoise et américaine. Parmi ses remarquables évocations de médecins peu connus ou inconnus, il favorise, semble-t-il, des récits de médecins d'enfants. Avec bonheur,
Il fait revivre des femmes médecins si rares en Occident, jusqu'aux années 1950, l'époque évoquée dans les livres du grand écrivain médecin André Soubiran. Des femmes médecins selon Homère ont exercé sur les champs de bataille de l'Iliade. Elles ont disparu en Grèce classique à l'époque de Socrate dont la mère était accoucheuse, une Maïa. À l'époque médiévale, l'Église, mais aussi les médecins étaient hostiles à l'entrée des femmes dans les premières facultés. Quand elles étaient intelligentes, elles devaient se contenter d'être des auxiliaires de médecins, au mieux des sages-femmes. André-Julien Fabre est allé lire les manuscrits du Moyen-Âge d'Hildegarde de Bingen. Il décrit avec délicatesse et admiration les premières femmes médecins américaines, et aussi Madeleine Bress, première femme médecin française, arrivée dans le premier quart du XIXe siècle, après l'épopée de la splendide infirmière Florence Nightingale qui, au siège de Sébastopol, contre l'avis des docteurs médecins a su imposer des baraques différentes pour les soins aux blessés et pour l'hospitalisation des contagieux, en particulier ceux qui étaient atteints de choléra. Nous passons d'agréables moments à lire ces récits variés, alertes, bien documentés. André-Julien Fabre, au courant des techniques les plus modernes, s'est toujours intéressé à bien examiner et écouter les enfants et leurs parents. Actuel représentant officiel de la Société française d'histoire de la médecine au sein de la Société internationale d'histoire de la médecine, il est assisté usuellement de son épouse suédoise. Brillant orateur, homme courtois, d'une grande culture, il fait rayonner l'histoire de la médecine française et européenne dans le monde entier. Il sait nous faire comprendre les aspirations et les découvertes des grands médecins du XIXe siècle. Xavier Bichat représenté au fronton du Panthéon, Laennec, Bretonneau et aussi de grands patrons du XXe siècle comme son maître, le grand pédiatre parisien Robert Debré. À un moment où de nombreux écrivains dénoncent l'insuffisance de la relation malade-médecin par faute de temps et un trop-plein de technicité médicale, André-Julien Fabre soutient avec force l'importance du dialogue. Le médecin en charge d'un patient qui souffre doit savoir l'écouter et choisir ses mots pour parler et écrire. Le médecin a souvent un travail difficile et a besoin de moments de détente. Les EPU, enseignements post-universitaires, les conférences, les voyages et la pratique des sports peuvent l'aider. Napoléon III, alors président de la Seconde République, est le premier en France à avoir exigé un baccalauréat scientifique pour les médecins. Le chirurgien André Bonnet et de nombreux grands médecins ont protesté pour obtenir le maintien du baccalauréat littéraire. De 1848 à la fin du XIXe siècle, les médecins possédaient un double baccalauréat, littéraire tout d'abord, afin qu'ils puissent s'exprimer aisément, et enfin le scientifique. Dans le cursus médical actuel, il est évident que l'étudiant acquiert un anglais médical correct et une formation informatique performante. Mais même s'il devient hyperspécialiste, il est souhaitable qu'il puisse se faire comprendre. La culture est universelle. Littérature, beaux-arts, musique, théâtre et activités corporelles. Heureusement, la plupart des jeunes médecins le comprennent, s'ouvrent largement au monde, tout particulièrement dans les secteurs humanitaires. Nous sommes toujours heureux de les lire. Cela a été le cas de l'œuvre de Jean-Claude Ruffin, neurologue, médecin et prix littéraire Goncourt. Et c'est aujourd'hui également le cas du beau livre d'André-Julien Fabre. Professeur Louis-Paul Fischer. Ancien président de la Société de chirurgie de Lyon. Ancien président de la Société française d'histoire de la médecine. Avant-propos. Le médecin trouve la justification de son existence dans le fait de soigner, et si possible de guérir les malades. Cependant, de nombreux médecins ont trouvé leur accomplissement en dehors de leur métier. Certains ont même obtenu là une renommée, à laquelle ils n'auraient jamais pensé. On se souvient bien de Vosek, mais plus guère sans doute du docteur Buchner. Ces médecins, 35 au total, appartiennent ainsi à toutes les époques, de l'Antiquité au monde moderne en passant par le Moyen-Âge, le siècle des Lumières et le très romantique XIXe siècle qui rêvait d'un savoir scientifique absolu. 20 pays sont représentés ici. De la France à la Pologne et du Brésil à la Suisse, contrée trop souvent méconnue de ses voisins. On trouvera même dans ce livre captivant, le souvenir de quelques-uns des médecins imaginaires de la littérature comme le docteur Horace Bianchon qui apparaît 29 fois dans l'œuvre de Balzac. Chaque être s'imagine, et c'est bien normal, avoir mené une vie différente des autres. Pour les médecins, c'est souvent vrai et surtout,
dans les époques troublées que traversent parfois les civilisations. Mais qu'en reste-t-il en fin de compte? Les souvenirs du médecin, s'il en a laissé le récit, sont enfouis au fond des bibliothèques et personne ne garde en mémoire les étapes d'une expérience qui a été unique pour celui qui l'a vécue. Trop de souvenirs fait peur, c'est bien connu. Aussi, ne faudra-t-il pas chercher ici de répertoire exhaustif des dates, des lieux ou des accomplissements que nous ont laissés les grands noms de l'histoire de la médecine? Mais qu'en est-il des médecins méconnus? Le médecin méconnu, notoirement méconnu comme aurait dit Alexandre Vialat, mérite-t-il quelque attention? Sans aucun doute oui, lorsqu'il a fait son devoir et l'a bien fait. Certes, ses accomplissements restent ignorés du grand nombre, même si son nom a été pour un temps célèbre. C'est notamment le cas d'Adrien Proust, spécialiste reconnu des questions d'hygiène. Ses travaux pourtant remarquables sont aujourd'hui bien oubliés, et la postérité se refuse à voir en lui autre chose que le père du petit Marcel. Les médecins couverts de gloire peuvent eux aussi être mal connus, ou même par un étonnant paradoxe, méconnus, que ce soit dans certains traits de leur personnalité ou quelques parties de leur œuvre respective. En effet, savons-nous que Rabelais a longuement disserté du cannabis? Savons-nous qu'Axel Munthe a longtemps exercé la médecine générale à Paris? Qui se souvient en dehors de quelques spécialistes, que Tronchin, dont le nom garde de vagues consonances molièresques, était un précurseur de la médecine et qui plus est, un personnage étonnant ayant vécu dans 4 pays différents? En fait, de tous ces médecins méconnus, nous savons en fin de compte si peu de choses sur eux qu'il nous est difficile de les juger ou même d'entrevoir ce qu'a été le vrai choix de leur vie. Une chose est sûre, ils appartenaient à la médecine et la médecine, comme la prêtrise, marque à jamais ce qu'elle a choisi. Elizabeth Blackwell, 1821 à 1910, première femme médecin des temps modernes. Dans la matinée du mardi 23 janvier 1849, une jeune femme, Elizabeth Blackwell I, est montée sur l'estrade de l'église presbytérienne de Geneva, une cité de l'État de New York, pour y recevoir des mains du président du Geneva Medical College de New York son diplôme de docteur en médecine. Elle est devenue ainsi la première femme médecin des temps modernes. Elle avait beaucoup lutté pour arriver jusque-là, et les raisons de ce combat, il faut les chercher dans les souvenirs d'enfance d'Elizabeth Blackwell. Elizabeth est née en Angleterre, dans un quartier modeste de Bristol, un grand port quelque peu mélancolique à l'époque. Le père, Samuel Blackwell, y avait une petite entreprise de raffinerie de sucre de canne. C'était un homme fort croyant, appartenant à la secte célèbre des Quakers. Sous ce nom, se désignaient les membres de la Société religieuse des Amis, fondée au XVIIe siècle par George Fox, un ardent prosélyte de la secte qui est allé dès 1671 porter jusqu'aux États-Unis, la bonne parole n'hésitant pas à voir chez les Indiens d'Amérique la lumière et l'esprit de Dieu comme chez les autres êtres, et à déclarer les femmes égales des hommes. L'attitude égalitaire des Quakers s'affichait également par leur refus de retirer leur chapeau, de s'incliner pour saluer, et même d'utiliser des titres tels que Votre Majesté, Monsieur et Madame, mais répétait le Père aux yeux de Dieu. Y a-t-il la moindre hiérarchie de fortune, de pouvoir ou de naissance? Blackwell père, fort de ses convictions religieuses, tenait beaucoup à ce qu'il n'y eût aucune discrimination parmi ses 9 enfants. Elizabeth a donc reçu la même éducation que ses frères. Mais les Blackwell n'ont pas eu de chance. Un incendie est venu détruire en 1830 leur habitation et la famille a dû quitter Bristol pour émigrer aux États-Unis. La famille s'installe alors à New York où le père fonde une modeste entreprise de raffinerie. Après quelque temps, il décide de quitter New York pour gagner l'Ohio, contrée emblématique du mouvement anti-esclavagiste où l'industrie pouvait s'envisager sans aucun recours à la main-d'œuvre servile. Malheureusement, à peine arrivé à Cincinnati, le père contracte une fièvre biliaire qui l'emporte rapidement. La famille est dénuée de toute ressource et Elizabeth doit se faire institutrice. La vocation n'est pas là, car c'est la médecine qui l'attire. Elle trouve à s'installer chez un médecin et passe ses journées à lire des livres médicaux. En même temps, fidèle aux idées de son père, Elizabeth milite dans les mouvements anti-esclavagistes de l'époque, s'associant à 2 de ses frères, Henry, époux d'une militante du droit des femmes, et Samuel, marié à Lucy Stone, célèbre militante féministe très engagée, à une période proche de la guerre de sécession,
dans une lutte contre l'esclavage fortement ancrée dans les traditions des Quakers. Par conséquent, la portée du célèbre livre d'Harriet Beecher Stowe, paru à cette époque, La case de l'oncle Tom, est d'autant plus compréhensible. C'est l'histoire d'un esclave noir qui parvient à surmonter l'épreuve destructrice de l'esclavage grâce à sa foi chrétienne et à l'aide des Quakers. En 1845, Elizabeth emménage en Caroline du Nord chez un médecin, le Dr Dixon, qui commence à lui apprendre les rudiments de son métier, puis elle décide alors de partir à New York pour y commencer des études de médecine. Aucune femme n'avait alors fait cette expérience. Sa chance a été d'avoir choisi pour s'inscrire le Geneva Medical College, où les étudiants l'ont fait accepter par un vote assez proche, à vrai dire, d'un canular. Commence alors pour Elizabeth, une expérience éprouvante où elle doit, chaque jour, braver l'hostilité environnante. Une anecdote veut qu'en réponse à son professeur qui avait ouvertement déclaré son hostilité envers tout étudiant portant un bonnet de femme, Elizabeth ait répondu qu'elle resterait au fond de la salle, mais ne quitterait pas le cours. Malgré brimades et sarcasmes, elle termine première de sa promotion et devient médecin en 1849. La route est rude pour la première femme médecin des temps modernes. Il est impossible à Elizabeth d'obtenir un quelconque emploi de médecin aux États-Unis, et il lui faut bientôt se résoudre à émigrer. Ce sera vers la France. Elizabeth arrive donc à Paris en 1853, où elle trouve un poste à l'hôpital de la Maternité, le futur hôpital Tarnier. Cependant, un drame survient. Au contact des nouveau-nés, elle contracte une conjonctivite purulente qui lui fait perdre un œil et il lui faut vivre le reste de son existence avec une prothèse oculaire. Elizabeth revient dans son pays pour créer avec sa sœur Émilie et une émigrée polonaise du nom de Marie Zakrewska, qui avait obtenu juste après Elizabeth son diplôme de médecine, le premier dispensaire pour femmes des États-Unis, le New York Infirmary for Indigent Women and Children. En 1857, Elizabeth repart en Europe, cette fois dans son pays d'origine, l'Angleterre, pour y suivre pendant 1 an les cours de l'école de médecine pour femmes qui vient de s'y créer, le Bedford College for Women. L'année suivante, nouvelle date historique pour l'histoire de la médecine, Elizabeth, faisant état d'une nouvelle législation concernant les étrangers, devient en date du 1er janvier 1859, la première femme à obtenir en Grande-Bretagne son inscription officielle comme médecin II. Lorsque survient en 1861, la guerre de sécession, Elizabeth traverse à nouveau l'Atlantique pour participer au combat dans le camp des unionistes, comme instructeur de médecine de guerre enseignant à de nombreuses femmes la pratique des premiers soins à donner aux blessés. En 1868, Elizabeth entreprend de créer une école de médecine pour femmes, mais elle laisse rapidement sa sœur Émilie en prendre la charge, car elle veut retourner en Angleterre, dans son pays natal. Elle y obtient, peu avant de prendre sa retraite, le titre de professeur en pathologie gynécologique. Ce n'est qu'une demi-retraite, puisqu'Elizabeth entreprend la création, avec l'aide de Florence Nightingale, la très célèbre pionnière des soins infirmiers, d'une école de médecine pour femmes et prend une part active au mouvement féministe de l'époque. Très attachée à ce que les femmes puissent accéder à un enseignement infirmier de bonne qualité, elle ouvre en 1873 la première école d'infirmières des États-Unis. Elle rédige également plusieurs ouvrages sur les maladies et l'hygiène, et notamment un guide d'éducation pour les femmes qui a été publié jusqu'en Europe. La vie d'Elizabeth Blackwell n'a été qu'une longue série de combats. Se faire admettre à l'université, obtenir le diplôme réservé jusqu'alors aux hommes, lutter pour obtenir la fin de l'esclavage dans son pays, exercer son métier malgré l'hostilité de ses collègues, apprendre aux femmes à oser devenir l'égale des hommes. Sur ses vieux jours, une photographie la montre enfin apaisée, près de sa fille adoptive, Catherine Kitty Blackwell. Elle ne s'est jamais mariée. Sa fin a été hâtée par un accident vasculaire cérébral et la survenue d'une chute accidentelle. Elle est morte en 1910 dans sa maison du Sussex et a été, selon sa volonté, enterrée dans le cimetière de Saint-Main, le neveu de Saint Patrick, dans un site célèbre d'Écosse, le Holyloch, la baie sacrée. Mikhaïl Bulgakov, 1891 à 1940, médecin dévoré par son génie littéraire et anti-bolchevique admiré par Staline. Médecin d'occasion, Mikhaïl Bulgakov III se veut d'abord un écrivain et il a été parmi les plus grands du XXe siècle.
Les débuts à Kiev. Mikhaïl fait ses études à Kiev et montre très tôt un vif intérêt pour la musique, le théâtre, l'opéra surtout et les livres. Son père était professeur d'histoire des religions occidentales à Kiev et son grand-père avait été pope à Briansk, en Russie centrale. Sa vocation, cependant, le pousse vers la médecine et il obtient en 1916 son diplôme de médecin à l'université de Kiev. L'étau de la guerre civile. Quand éclate la guerre, Mikhaïl se porte volontaire pour devenir médecin de la Croix-Rouge et connaît rapidement l'horreur de la guerre. Il est appelé à soigner les blessés qui affluent à l'hôpital de Smolensk, et le poids des responsabilités terribles qui pèsent sur le jeune médecin lui fait traverser de graves crises d'angoisse. Il plonge alors dans l'enfer de la morphine et ne s'en sort qu'avec l'écriture. Il publie une nouvelle au titre explicite Maladie et morphine. Ses récits de la descente aux enfers de la drogue sont pathétiques. Le morphinomane a un privilège que personne ne peut lui enlever, sa capacité à vivre totalement seul. Et la solitude, ce sont des pensées importantes, significatives, la contemplation, la sérénité, la sagesse. La situation politique se précipite. Smolensk est assailli par les bolcheviks et Mikhaïl, qui reste monarchiste, doit prendre les armes. Il parvient cependant à se libérer de ses obligations militaires, et en février 1918, retourne enfin à Kiev pour s'y installer comme médecin vénéréologiste. La ville est devenue le centre de la résistance à la dictature communiste, et il vit intensément les journées dramatiques du siège de Kiev encerclé par les bolcheviks. Il en fera plus tard le récit dans La Garde blanche, les aventures extraordinaires du Dr N et la nuit du 2 au 3. Tout juste échappé du piège, Mikhaïl est enrégimenté de force dans l'armée blanche. Il est envoyé à Vladikavkaz dans le Caucase. Pris dans l'étau de la guerre civile, Boulgakov décide d'abandonner la médecine pour ne se consacrer qu'à la littérature. En proie à la cabale des dévots, de la nomenclatura. Les non-conformistes, aurait dit Jean Cocteau, sont ceux qui essaient de faire comme tout le monde, mais qui n'y parviennent pas. Mikhaïl, sur un portrait fait en 1919, arborant par défi, monocle et nœud papillon, ne ressemble en rien aux intellectuels de la Russie révolutionnaire. Ses idées non plus n'ont pas changé. Son premier livre, écrit en 1924, La Garde blanche, est le récit de l'Odyssée à Kiev et il publie des articles violemment hostiles au régime rouge. Cependant, Mikhaïl, peu à peu, arrive à comprendre qu'il n'y aura jamais de retour au passé. Il en vient à composer avec le système et sa première pièce, Les Frères Tourbine, L'heure a sonné, remporte un grand succès. Boulgakov, cependant, ne parvient pas à désarmer l'hostilité des dévots du nouveau régime et il faudra l'intervention personnelle de Stanislavski, le grand metteur en scène de Moscou, et celle de Lunacharsky, lui-même, le légendaire délégué à la culture soviétique, pour que soit levée la menace d'une interdiction de faire jouer la pièce. Boulgakov en vient à envisager son départ de l'URSS, et il adresse une lettre à Staline lui demandant de l'autoriser à quitter son pays. Curieusement, le chef suprême, Staline, ne partageait pas l'hostilité de ses fidèles, d'autant plus qu'au lendemain du suicide de Mayakovsky, il ne souhaitait nullement raviver les tensions à l'intérieur du parti. C'est ainsi que Boulgakov se voit proposer, à la surprise générale, un emploi d'assistant metteur en scène au Théâtre d'art de Moscou. Profitant du répit, Mikhaïl écrit en 1931 une nouvelle pièce qui ne tarde pas à s'attirer à nouveau la colère du Politburo. La pièce était intitulée Molière, mais le sous-titre en était très explicite, La cabale des dévots. Dans les derniers mois de 1939, l'état de santé de Boulgakov se détériore. Il souffre comme son père d'angiosclérose rénale accompagnée d'hypertension. Deux travaillent cependant sans relâche à sa grande œuvre qui s'appellera Le Maître et Marguerite. Ses forces déclinent rapidement, et Mikhaïl doit être hospitalisé dans un centre de cure à Barvika, près de Moscou. Il meurt subitement le 10 mars à 16h39, après quelques heures de souffrance. Son corps est incinéré, puis enfermé dans une urne au cimetière du couvent de Novodevitchi, près de Moscou, parmi les grands dignitaires du régime. Le Maître et Marguerite. Le Maître et Marguerite est un roman fantastique où l'on voit le diable Volande rendre visite à Moscou, en compagnie d'une escorte pour le moins inquiétante. Son acolyte, Koroviev, habillé d'un costume à carreaux 4, coiffé d'une casquette de jockey et portant un pince-nez, en compagnie du tueur Azazello,
Un homme de petite taille aux cheveux roux coiffé d'un chapeau melon et du grand chat Behemoth dont la méchanceté est sans faille. La sinistre mais joviale équipe se répand dans tout Moscou où les gens sont peu à peu pris de folie. À l'arrière-plan se tiennent le maître, poète déchu dont l'œuvre a été jugée antisociale, et sa fiancée, Marguerite, dont l'amour est plus fort que la mort, ainsi qu'un incroyable assortiment de personnages comme Ponce Pilate hanté par sa dernière conversation avec Jésus. Dans une succession de scènes inoubliables, défile la nuit du Vendredi Saint, Marguerite après son bain purificateur, la troupe satanique attablée au Massoli, le rendez-vous chic des privilégiés du régime, les victimes de la horde diabolique qu'on enferme dans un hôpital psychiatrique, tous ces personnages étant entraînés dans un maelstrom d'angoisse chargé d'ironie. Les interprétations les plus contradictoires ont été faites. Roman d'humour, allégorie philosophique, satire sociopolitique, mais à chaque page revient de façon obsessionnelle la question du bien et du mal, la question qu'a posée Albert Einstein à la fin de sa vie: Dieu est-il méchant ou seulement fantaisiste? Les dernières lignes du Maître et Marguerite dictées par Mikhaïl à sa femme sur son lit de mort étaient désabusées. Dieu, Dieu comme la terre est triste le soir. Que de mystère, dans les brouillards qui flottent sur les marais. Celui qui a erré dans ces brouillards, celui qui a beaucoup souffert avant de mourir, celui qui a volé au-dessus de cette terre en portant un fardeau trop lourd, celui-là c'est qui est fatigué. Et c'est sans regret alors qu'il quitte les brumes de cette terre, ses rivières et ses étangs, qu'il s'abandonne d'un cœur léger entre les mains de la mort, sachant qu'elle, et elle seule, lui apportera la paix. La nuit se fit plus dense, ces ténèbres roulèrent côte à côte avec les cavaliers, happèrent les manteaux, les arrachèrent des épaules, et révélèrent les déguisements. Et quand Marguerite, rafraîchie par le vent, ouvrit les yeux, elle put voir quel changement était survenu dans l'aspect de ceux qui volaient autour d'elle, chacun vers son but. Quand par-delà la crête lointaine d'une forêt, le disque pourpre de la lune monta à leur rencontre, tous les faux-semblants avaient disparu. Éparpillés dans les marais, les oripeaux fugaces de la sorcellerie s'étaient noyés dans le brouillard. Une vie nouvelle après la mort. Le destin final du Maître et Marguerite reste étonnant. Certes, il a fallu attendre 30 ans pour que paraisse d'abord en Allemagne, puis en France, une édition intégrale, ce qui n'aura lieu en Russie qu'après 1989, mais Bulgakov a obtenu partout dans le monde une revanche triomphale. Une édition des œuvres complètes a été publiée en 5 volumes à Moscou en 1989, et en ce qui concerne le Maître et Marguerite, la descendance a été prolifique. Ainsi, trouve-t-on le roman écrit par Salman Rushdie, Les Versets sataniques, l'opéra du compositeur allemand Helle, créé en 1989 à Paris, sous le titre d'Ermester and Margarita, le film d'Alexandar Petrovitch, Il Maestro e Margherita, tourné en 1972 avec en vedette Ugo Tognazzi, Mimsy Farmer et Alain Kyunai, sur une musique d'Ennio Morricone, la série télévisée de près de 10 heures réalisée en 2005, sans oublier L', adaptation du livre en roman photo, avec Isabelle Adjani dans le rôle de Marguerite. Edmy Joachim Bourdois de la Motte, 1754 à 1835, médecin des rois et des pauvres. Edmy Bourdois de la Motte, comme l'a montré récemment le docteur Coquillard dans un fort intéressant article de la revue napoléonique A5, est sans conteste une des personnalités les plus attachantes du monde médical du Premier Empire. À Paris, pour ses études de médecine. Edmy Joachim Bourdois de la Motte est né dans une famille aristocratique de Joigny, dans l'Yonne. Son père était médecin, membre correspondant de la Société royale, connu pour y avoir présenté plusieurs communications, et Vicq d'Azir lui a rendu publiquement hommage. Après de bonnes études au collège d'Auxerre, Bourdois, une fois obtenu sa maîtrise des arts 6, s'en vient chercher fortune à Paris. Il entreprend alors ses études de médecine, partageant avec le futur médecin de Napoléon, Jean-Nicolas Corvisart, l'étroite mansarde où il était logé. À l'âge de 24 ans, il obtient sa licence d'exercice en soutenant une thèse de médecine relative aux questions d'hygiène avec la conclusion, à laquelle on ne peut que souscrire, qu'il est dangereux de se tenir longtemps exposé à l'ardeur d'un foyer pendant l'hiver. Commence alors, malgré des accès répétés d'hémoptysie, une carrière de médecin à l'hôpital de la Charité et de médecin des pauvres, à la paroisse de Saint-Sulpice. Tout change lorsqu'Edmy parvient à obtenir le titre de docteur régent. Il devient médecin du comte de Provence, le futur Louis XVIII,
et est rapidement nommé médecin du Palais du Luxembourg, ainsi qu'intendant du cabinet de physique et d'histoire naturelle. Survient la terreur, Edmy, déclaré suspect, est arrêté puis mis en prison, mais parvient à retrouver la liberté grâce à l'intervention d'un chirurgien professeur à l'école de médecine, Antoine Duboisset. Médecin de l'armée des Alpes de Bonaparte. Après la chute de Robespierre, Bourdois monte en grade. Il est informé par Dubois qu'une expédition française se prépare pour reconquérir la Corse, avec René Desgenettes à la tête des services médicaux. Le poste de médecin en chef de l'armée des Alpes que devait prendre Desgenettes est donc vacant et c'est Bourdois qui le prend. À son arrivée en fonction, Bourdois doit faire face à une situation dramatique. Le petit nombre de nos anciens établissements dans cette division, la grande quantité de malades qui y ont afflué en même temps, l'impossibilité absolue d'évacuer par terre à cause des mauvais chemins et par mer faute de bâtiments, ont produit un engorgement considérable dont les suites eussent été nécessairement funestes si l'on ne se fût hâté d'en prévenir les effets. Depuis le premier Vendémiaire jusqu'au premier Ventose, il est entré dans les hospices de l'armée 54 000 malades et 5 300 y sont morts. De ce calcul, il résulte que depuis 4 mois, le tiers de l'armée a été disséminé dans les hôpitaux, et que la mortalité pourra être évaluée au 10e des malades, 8. Une épidémie de typhus survient et Bourdois y fait face de son mieux en prenant quelques mesures d'urgence. Transporter les malades dans des tentes dressées en plein air, nettoyer, laver, ventiler les locaux des casernes et former une équipe d'ambulanciers. En tout lieu et sans relâche, Bourdois témoigne d'une activité infatigable. En guise de récompense, Bourdois, dès son retour à Paris, se voit à nouveau menacé d'arrestation, cette fois par le Directoire et est sauvé de justesse par Talleyrand. À ce moment précis, arrive une rencontre décisive pour Bourdois. Il est présenté au général Bonaparte. Les deux hommes se prennent d'amitié. L'anecdote rapporte que, lors d'une promenade dans la campagne, Bonaparte se serait arrêté près d'un torrent pour confier à Bourdois « C'est ici que César a franchi le Rubicon ». Les relations entre les deux amis se dégradent cependant, lorsque Bourdois décline l'honneur d'accompagner Bonaparte dans son expédition d'Italie. Le général se retournant vers Bourdois, lui aurait dit brusquement « Vous êtes des nôtres, j'espère ». Voyant que son ami, pris de court, hésitait, Bonaparte, qui n'aimait guère qu'on lui refusât quelque chose, dit simplement « N'en parlons plus », mais la brouille était là désormais entre les deux hommes. Médecin du roi de Rome. Malgré tout, Bourdois accède en 1811 au titre de conseiller de l'université et l'empereur lui confie la charge de médecin du roi de Rome, grâce à l'appui de Corvisart, l'ancien compagnon de Mansart devenu médecin personnel de Napoléon. « Sire, aurait dit Corvisart à l'empereur, sacrifiez vos répugnances à l'intérêt de votre fils. C'est à Bourdois qu'il faut confier une tête si précieuse. » Quelques heures plus tard, Bourdois s'entend dire au palais des Tuileries « Vous êtes le médecin de mon fils. Je ne puis vous donner une plus grande marque de confiance. Oubliez le passé comme je l'oublie moi-même. » Ultérieurement, Bourdois, devenu médecin consultant de l'empereur, est nommé baron de l'Empire. Talleyrand, qui s'était pris d'amitié pour lui, avait coutume de brocarder ses allures compassées. Il vient chez moi 2 hommes sur le compte desquels on se trompe toujours, Cobenzl, un célèbre diplomate autrichien qu'on prend pour mon médecin, et Bourdois pour un ambassadeur. Un précurseur de la médecine du travail. En 1806, Bourdois reçoit mission du gouvernement de prendre en charge une épidémie qui vient de se déclarer à Lay, près de Sceaux. Il constate que la maladie se voit surtout chez les ouvriers qui fondent ou purifient les métaux, les peintres et les ouvriers potiers exploitant la céruse, de même que les femmes qui mettent du blanc, un cosmétique à base de céruse. Les symptômes de la maladie associent des douleurs aiguës du bas-ventre, vagues ou fixes, à une constipation persistante, des nausées avec des sueurs et de fréquentes syncopes. Bourdois de la Motte décide de recourir au traitement recommandé en Angleterre, dans de tels cas par le grand Thomas Sydenham, 2 onces d'opium, d'1 once de safran, de cannelle et de girofle, chacune un gros et d'1 livre de vin de Malaga. L'ensemble macère sous une source de chaleur douce pendant 12 à 15 jours, durée au terme de laquelle la liqueur de couleur rouge-orangé est filtrée. Il a la sagesse d'y ajouter quelques mesures simples de prévention. À la recherche d'un test diagnostique des expectorations. Bourdois connaît la célébrité pour ses travaux de chimie,
réalisé en collaboration avec le célèbre pharmacien Jean Bien-Aimé Caventou. Le 14 février 1826, il dépose, sous pli cacheté, un mémoire sur le développement des couleurs dans les matières animales à l'Académie de médecine. Il s'agissait d'un procédé diagnostique pour mettre en évidence la présence de pus dans les expectorations, afin de parvenir à différencier les phtisiques des simples cathareux. Les idées de Bourdois s'accordent mal avec les théories médicales de son époque, et ne reçoivent aucune attention de la part des cliniciens. Médecin de Louis XVIII, puis de Charles X. Lorsque l'Empire prend fin, Bourdois accompagne dans leur fuite l'impératrice Marie-Louise et son fils sur la route de l'Autriche sans toutefois se résoudre à quitter la France. Il revient à Paris pour y devenir médecin du département des Affaires étrangères, puis médecin consultant du nouveau roi Louis XVIII, et tout naturellement ensuite celui de Charles X. Il s'en explique par ces mots rapportés par Isabelle Coquillard-Neuf, dans son étude « Je suis loin de revendiquer le premier rang dans cet art honorable de la médecine, mais j'ai la prétention de l'exercer avec cette pureté d'intention, cet amour de l'humanité, j'oserais dire plus, ce désintéressement qui seuls peuvent rendre utiles aux hommes les lumières parfois étonnantes que l'on rencontre dans quelques médecins. Mon objet est d'être utile, mon devoir est de soulager les malheureux, ma gloire et ma récompense seront dans l'estime des gens de bien. » L'âge de la réussite professionnelle. Bourdois avait toujours manifesté le plus grand intérêt pour les essais de vaccination contre la variole. Il se fait admettre à une société nouvellement créée, la Société pour l'extinction de la PEI-vérole, et devient président du comité central de vaccins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.